Donc ce web séminaire fait partie d'une série de 3 web séminaires que nous avons débuté ce matin. L'épisode 1 était dédié à l'optimisation du centre de contact, centre d'appel. L'épisode numéro 2, donc tout ce qui était mettre en place un dispositif d'écoute client, écoute collaborateur. Et l'épisode numéro 3 va s'adresser tout simplement à aller au-delà et essayer de donner de l'enchantement à nos clients. Donc objectif enchantement, délivrer une expérience client qui fait la différence. Donc au sommaire, rapide présentation d'Eloquent par Aurélie, les mécanismes de l'expérience client qui s'adresseront à n'importe quelle entreprise, et c'est ça en fait que vous pourrez appliquer n'importe où chez vous, c'est vraiment des mécanismes psychologiques très simples. Ensuite on verra comment diffuser une culture client aux collaborateurs, parce que c'est souvent par les collaborateurs que l'expérience client passe, ils sont en rapport direct avec les clients, et si eux ne sont pas orientés clients, forcément c'est compliqué d'avoir une très belle expérience. On parle également du self-care, c'est une tendance forte, les clients veulent se débrouiller eux seuls, et donc il faut leur donner les moyens de trouver eux-mêmes leurs solutions de manière le plus simple, la plus fluide possible. Le dernier point, comment faire de ces clients des promoteurs, des ambassadeurs qui vont vous aider à vendre. Et justement, c'est Aurélie qui va en parler, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous encore une fois. Donc, je suis product manager de l'offre écoute, donc, qui met en œuvre chez nos clients des dispositifs d'écoute client en continu, mais aussi à froid pour des baromètres 360 degrés d'expérience client. Donc, Frédéric Canavette aussi, product manager chez Eloquent. Oui, qui nous sommes? Juste un petit rapide pour savoir si on est ou pas légitime de parler de ce sujet. Eh bien, nous sommes experts relations clients depuis 2001 en mode SaaS, donc nous éditons différentes suites logicielles qui sont censées vraiment permettre aux entreprises de dialoguer, de comprendre, d'écouter leurs clients, notamment sur la partie centre de contact, centre d'appel. On équipe les centres d'appel pour gérer toute la relation client entrante et sortante sur des canaux mail, chat, voix, réseaux sociaux et bien sûr aussi sur la partie self-care. L'autre solution qui bien sûr se couple et se marie avec cette solution de centre de contact, c'est la solution d'enquête multicanal pour écouter les clients, donc en continu, comme je le disais, ou à froid pour des baromètres plus 360 degrés. L'offre qui soutient un petit peu ces deux offres majeures, c'est l'analyse sémantique automatisée qui permet de comprendre les écrits des clients, que ce soit donc les écrits textuels et le sentiment, la perception client à l'intérieur de ceux-ci, que ce soit sur les mails, les chats entrants, mais aussi sur les avis clients, puisque lorsqu'on collecte une note, on a forcément une question ouverte qui vient expliquer la note. Donc l'analyse sémantique nous permet de comprendre un peu ce qui se passe. Et enfin, l'application mobile du cockpit qui nous permet de monitorer qui permettent à nos clients de monitorer le parcours client en centralisant les différents KPI, les principaux KPI de la relation client, et aussi un focus sur les verbatim clients. Le tout étant d'agir, de donner à nos clients la possibilité d'agir sur leur relation client. Alors, on a eu la chance d'être récompensé à de nombreuses reprises cette année. On est vraiment très fiers d'être reconnu par le magazine Relations Clients Mag dans le cadre de nos solutions qui agissent sur la transformation interne des entreprises. Également l'AFRC, l'Association française de la relation client, qui nous a décerné en fait une palme sur l'expérience collaborateur, ainsi qu'une récompense sur l'innovation digitale. Et il y a 2 jours, on a reçu également une nomination par les trophées Bref Éco. Alors, pour ceux qui nous ont suivis ce matin, un petit rappel des épisodes précédents. Nous avons en fait voulu animer un petit peu ce web séminaire en nous mettant dans la peau d'un responsable de l'expérience client qui vient d'être fraîchement nommé. Et donc dans l'épisode numéro 1, ce nouveau responsable de l'expérience client était là pour optimiser le centre de contact avec une photo de l'expérience client et donc aller faire en sorte que les clients qui appellent le service client et le centre de contact aient une satisfaction minimale. Ensuite, lors de l'épisode 2, nous avons vu comment mettre en place une organisation orientée client, dispositif d'écoute client et collaborateur. Pour ce 3e épisode, donc, on va s'adresser à l'enchantement. En fait, on va suivre le principe d'une pyramide. Pour donner une bonne expérience client, il faut tout simplement travailler sur des fondamentaux qui sont plutôt opérationnels. D'abord, avoir une bonne connaissance du métier, des offres, des processus. Sans cela, en fait, les conseillers ne savent pas y répondre. Deuxième chose, répondre aux attentes essentielles sur le service client, réactivité, joignabilité, mais également travailler sur l'offre produit-service pour que le client ait la réponse à ses attentes. Troisième chose, on a vu également ce matin comment améliorer la satisfaction du service client en travaillant sur la posture, la résolution, etc. etc. Dans la partie épisode 2, donc c'était
la voix du client comme moteur d'amélioration continue et ensuite la perception du client pour en déduire en fait des plans d'action. Parce que c'est intéressant de collecter, mais c'est important d'utiliser le feedback des clients pour améliorer la satisfaction. Là, on est tout en haut de la pyramide. Donc, une fois qu'on a ces fondamentaux qui sont construits, on va pouvoir offrir de l'émotion et aller au-delà des attentes et chercher la différenciation. Et donc, voilà, généralement, cette démarche-là se place souvent via une attitude de la direction qui dit, bah voilà, c'est important que l'on se différencie de nos concurrents, la concurrence est beaucoup plus forte, on va se démarcher. Comment éviter que les clients n'aillent voir la concurrence? Et donc là, notre responsable de l'expérience client va devoir un petit peu se creuser la tête. Alors, la première chose, c'est qu'il va se dire, bon ok, on l'a vu ce matin, quel est en fait le niveau d'expérience client que je vais en fait offrir. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a une première chose, c'est que souvent, au niveau de l'expérience client, vous n'êtes plus désormais comparé uniquement face à vos concurrents directs, mais plutôt par rapport à l'expérience la plus forte, la meilleure expérience auquel le client aura été soumis. Voilà. Il va se dire, attendez, quand je commande chez vous, c'est vraiment super compliqué par rapport à Apple, où si je veux, je vais dans le magasin et je vais directement montrer mon produit, il le répare, il l'échange directement. Ou alors je commande sur Amazon, en 3 clics, j'ai commandé et je me fais livrer dans la foulée. Ou quand je suis client naïf, eh ben, je suis écouté et je suis vraiment chouchouté. Ou Starbucks, quand on arrive là-bas, eh ben, les personnes vous écoutent, ils écrivent en fait votre nom, même si parfois c'est un peu folklorique, mais ils écrivent votre nom sur votre tasse et vous disent voilà, votre thé, votre café est livré. Donc voilà, il va falloir se dire que pour donner une bonne expérience client, il va falloir se benchmarker non pas par rapport à ses concurrents, mais par rapport aux meilleurs du secteur. Et donc, si notre fameux responsable d'expérience client appelle en faisant le client mystère sa propre entreprise, et en disant, voilà, il faut que vous nous envoyiez un fichier en 3 exemplaires, plus nous scaler ceci, plus nous envoyer tel document, ben forcément l'expérience client est très loin de celle auxquelles s'attendent les clients. Surtout que les critères d'évaluation des clients sont assez divers. Alors, j'ai listé ici une étude qui a été parue dans le cadre du service client de l'année 2019, et c'est assez intéressant de voir que les critères souvent les plus importants pour une expérience client heureuse ou une expérience client malheureuse, c'est plutôt en fait de l'attitude plus que du produit. Numéro 1, c'est l'efficacité, le professionnalisme, la qualité de service. Numéro 2, pour faire du positif, c'est la réactivité, les délais de livraison, etc., etc. Le 3e point, c'est l'écoute, la disponibilité. Le 4e point, 14%, c'est la fiabilité, le sérieux, la confiance et la sécurité. On peut voir que ce n'est pas forcément le produit qui est mis plus au centre, mais tout simplement la qualité de la relation. Oui, ni le prix d'ailleurs. Et au contraire, quand on a un manque de suivi, quand on a un manque d'information, un manque d'amabilité et une mauvaise qualité des pannes, là tout de suite, c'est vraiment la catastrophe. Et on voit que la partie mauvaise qualité et panne est quand même plus arrivée dans les derniers, et au début, c'est plutôt vraiment la qualité de la relation client. Donc voilà, j'ai mis une petite illustration. Quand on a un conseiller au téléphone qui n'est pas vraiment concentré, qui est en train de manger un petit gâteau et boire un verre d'eau au lieu de vous écouter, forcément, vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas. Vous avez un problème, et donc tout simplement, vous aimeriez bien que les personnes soient attentives et 100% focus sur vous. Je vous ai mis en fait une autre étude derrière. Voici ce que les gens veulent vraiment lorsqu'ils se plaignent. Lorsqu'on appelle un service client, ça c'est une étude qui était vraiment intéressante, ce que veulent en premier les clients, ce n'est pas forcément lié au produit. On voit en rouge tout ce qui est lié véritablement au produit, et tout le reste, tout ce qui est les barres grises en fait, c'est lié plutôt à la qualité de la relation. Donc si on veut que si un client il attend une première chose, déjà qu'on l'écoute, et être sûr que son problème ne se reproduira pas, que l'entreprise se mette à sa place, de l'empathie, que mon produit ou service soit réparé, savoir pourquoi mon problème est arrivé, me remercier d'être client, c'est déjà un minimum. Des excuses en cas de problème, ne pas utiliser un jargon mais le langage de tous les jours, pouvoir m'exprimer et raconter ma version de l'histoire, qu'on me fasse confiance, être remboursé si j'ai un problème, avoir un produit gratuit si jamais il y a un souci, et une compensation financière, et des fois en fait tout simplement se défouler, avoir un défouloir. Donc on peut voir que ce qui est plus important, c'est vraiment la posture, c'est plus la relation client que le produit en lui-même. Et c'est encore plus fort lorsqu'on s'adresse en fait aux différents canaux, parce qu'on se dira, si j'appelle au téléphone, j'aime bien qu'on me réponde au moins dans les 3 minutes. C'est le standard qui est recommandé. Un email, c'est entre 4 heures et 24 heures.
Sur les réseaux sociaux, c'est en moins d'1 heure. Sur le chat, c'est moins de 2 minutes. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a des standards d'exigence maintenant au niveau des clients. Que ce soit d'ailleurs sur la partie voix que digitale. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup d'attention sur les parcours digitaux. Vous voyez les délais de réponse que lorsque un client s'exprime, hein, il fait une réclamation ou demande quelque chose. C'est effectivement, il y a des fortes attentes et on va le voir que des fois les deltas entre perception et attente, eh bien ça fait... c'est la même chose en fait quand on parlait de parcours digitaux, hein, la même chose sur le chat, on attend à avoir de la disponibilité, on attend à avoir des gens qui savent écrire français. Par exemple, on a un partenariat avec la société Autodidacte et en fait il y a certains de nos clients qui ont formé leurs collaborateurs à l'écrit, ou reformés, puisqu'en fait dans les centres de contact, traditionnellement c'était plutôt l'oral, et maintenant avec les nouveaux canaux digitaux, on arrive à un retour de l'écrit. Et c'est pour ça aussi que dans nos solutions, alors on en parlait dans le web séminaire de ce matin, on a mis en place des modèles de documents qui sont standardisés, homogénéisés, et en fait tout simplement on a une qualité de réponse qui est la même. Et on n'a pas un conseiller qui va écrire son email avec toutes les fautes qui vont bien, et un autre qui va faire un modèle, etc. On va avoir des standards, on va avoir une bibliothèque, ce qui permet d'avoir vraiment une relation client qui va être beaucoup plus homogène. Puisque c'est comme à l'oral, si quelqu'un vous parle de manière pas très bien à l'oral, écrire de manière un petit peu mauvaise, en mauvais français, et tout simplement ça donne une mauvaise image de l'entreprise. Si la personne a déjà une mauvaise image, à ce moment-là, elle va se dire, mais attendez, ils m'écrivent avec plein de fautes d'orthographe, j'imagine pas la qualité des produits. Alors maintenant, je vous ai mis un écran qui est assez intéressant et qui pourra s'appliquer à n'importe quel secteur d'activité. C'est tout simplement savoir comment on va pouvoir donner une bonne expérience client. En fait, il y a vraiment une équation que l'on peut appliquer n'importe où. L'équation, elle est très simple, c'est la perception, c'est-à-dire ce que l'on pense avant, ce que l'on pense vraiment du produit, moins les attentes, c'est-à-dire ce que l'on attendait avant d'acheter. Et ça, c'est multiplié par l'émotion. C'est-à-dire que si on avait une perception qui était vraiment importante, et des attentes qui étaient importantes, et que finalement on a juste eu ce qu'on voulait, on sera juste satisfait. Si au contraire on avait de fortes attentes et une utilisation qui est médiocre, à ce moment-là on va être franchement déçu. Si au contraire on a une utilisation médiocre et des faibles attentes, finalement c'est pas si mal que ça parce qu'on en a eu pour son argent. Et au contraire, si on a une utilisation excellente et de faibles attentes, alors là on se dit waouh, on a eu plus qu'on souhaitait. En fait, c'est tout simplement surdélivrer, offrir plus que ce que le client attend, plus de personnalisation, plus de services, etc., qui s'attendait. Et là, tout de suite, on va dire waouh, c'est génial. Et je vais en parler à mes clients, je vais en parler à mes collègues, je vais en parler à mes fournisseurs, tout simplement parce que j'aurais dit waouh, c'est l'effet waouh. Donc l'objectif, si on veut donner vraiment une expérience client exceptionnelle, c'est aller au-delà des attentes du client. Tout à fait, je dirais même, c'est aussi en termes de postulat, c'est à votre avis, en termes de perception, de vous mettre à la place de vos clients. C'est-à-dire la perception c'est quoi, l'attente c'est quoi, et du coup trouver les créateurs d'émotions. Mais d'abord pour vraiment trouver et faire votre propre équation, c'est de limite storyteller, designer, faire des personas cibles et voir à peu près à votre avis au niveau de la perception où on en est et des attentes où on va mettre à la place des clients. Ouais. Et l'émotion, on en parlera juste après, quelques petites astuces. L'émotion, c'est souvent mettre de la personnalisation. Simplement, rajouter un prénom, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas compliqué et qui permet tout de suite de personnaliser. Personnaliser les messages, on ne va pas envoyer un message générique à tout le monde. On va également mettre de l'émotion. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de digital. Lorsqu'on reçoit un email de bienvenue, ça peut être signé par directement le responsable du service client ou le responsable de compte avec sa petite photo, avec une signature, etc., etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Parfois, en fait, même on a certaines entreprises, on parle encore de digital, qui envoient bien sûr des emails de manière automatisée, qui peuvent être des enquêtes de satisfaction, etc., qui sont souvent un petit peu originaux, ces communications, des communications originales, avec une personnalisation, mais parfois, ils peuvent dire, ceci n'est pas un message automatisé, je vous écris vraiment pour savoir ce que vous pensez de nous. Voilà. Donc l'orientation client doit vraiment être omniprésente. On en a parlé précédemment, donc dans les web séminaires derniers, il faut se fixer des SLA, Service Level Agreement, c'est-à-dire des indicateurs. Par exemple en termes de temps de réponse. On a vu tout à l'heure que un email, de préférence, il fallait y répondre dans les 24 heures. Donc en fait, il faut faire le maximum
pour que ce temps de réponse soit atteint. Voilà, voire même aller en dessous. Aller en dessous, bien entendu. Pour vraiment dépasser, si on veut dépasser, hein, là on est sur au-delà du standard, c'est vraiment aller en dessous. Donc aller en dessous, ça peut se faire bien sûr de différentes manières, avec des réponses types, en mettant en fait des automatismes, etc. etc. Donc également dans nos solutions, on l'a vu ce matin, on a des indicateurs. À chaque fois qu'on a par exemple un mail qui arrive, on peut voir est-ce qu'on est dans les SLA ou on est en dehors des SLA. Et ça va permettre de challenger vos équipes et de pouvoir se dire voilà, l'objectif il est de temps. Alors bien entendu, au départ, c'est pas forcément facile d'atteindre ces SLA, mais après, bien sûr, c'est un objectif à atteindre. Et on verra tout à l'heure, en particulier avec l'automatisation, type chatbot, FAQ, etc. En fait, on va pouvoir justement aller diminuer l'intervention manuelle et augmenter le self-service et ainsi pouvoir diminuer le temps de réponse puisqu'on aura diminué le volume. On va peut-être répéter pour Emilien, donc SLA, Service Level Agreement, c'est voilà, des niveaux de service qu'on se fixe. Ça peut toucher pas mal d'indicateurs. Hein. Là, Fred, il parlait du temps de réponse moyen, c'est-à-dire, par exemple, je veux que tous mes emails, lorsqu'il y a une demande entrante, ils soient traités en moins de 24 heures. Là, on a vu le slide tout à l'heure, ça c'est le standard. Et c'est ce qu'on disait, hein, si par rapport à vos SLA, faites bien attention à les fixer. Si vous voulez vraiment viser l'enchantement, descendez potentiellement en dessous des standards en vous assurant que l'organisation sous-jacente soit possible d'y répondre. Voilà. Ouais. Par exemple, on a un de nos clients qui travaille dans le transport et qui tout simplement voulait participer à l'élection du service client de l'année. Et donc tout simplement, il a passé à la grille, à la moulinette en fait d'évaluation des différents points de contact. Il y avait les emails, les appels, etc., etc. Et en fait, ils se sont retrouvés à avoir une très mauvaise note. Je crois qu'ils ont eu 6 sur 10 au niveau des emails, tout simplement parce que c'est des emails qui étaient faits manuellement par chacun des personnes, sans standard, sans homogénéisation. Sans template. Voilà, sans template. Et en fait, ils ont fait un gros travail. Ils ont mis en place notre solution de traitement des emails. Et donc, ça a permis en fait de standardiser et d'augmenter tout de suite leur note. Donc, il faut voir en fait où se trouve le point faible dans cette relation client et cette expérience client pour pouvoir en fait l'améliorer. Le deuxième point, c'est de mettre en place des indicateurs. Alors des indicateurs clés, on voit ça peut être une satisfaction, c'est SAT, NPS, la recommandation, et tout simplement les valoriser auprès de l'interne. Alors dans certaines entreprises même, c'est lié aux rémunérations. C'est-à-dire que les managers ont une partie de leur rémunération qui est effectuée sur le taux de NPS, la satisfaction qui est effectuée. C'est également des indicateurs clés qui sont publiés au niveau de l'entreprise. Donc voilà, notre NPS, il est de temps et c'est l'évolution et c'est, je dirais pas un critère qui peut être aussi important que le chiffre d'affaires, mais ça peut être en fait un critère qui est très suivi et qui est monitoré de manière très attentive, surtout si la direction est impliquée. Et c'est vraiment essentiel de retenir ça. Tant que la direction ne va pas en fait mener son impulsion et dire voilà, c'est important, c'est aussi important que le chiffre d'affaires, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes vont retourner dans leurs bonnes vieilles habitudes, d'abord faire du chiffre d'affaires, d'abord faire du business et ensuite penser à la satisfaction client. Tout à fait. Et outre le fait, la direction, il y a aussi tout le grand enjeu des entreprises d'aujourd'hui, lorsque vous êtes organisé en région ou en filiale, c'est de mettre en mouvement l'ensemble des collaborateurs, que ce soit les directions régionales en fonction de votre organisation, les managers purs et puis les conseillers. Donc cette orientation client, il faut vraiment penser à faire du sens autour des KPI. C'est pas que un chiffre, c'est vraiment bien expliquer ça. Et puis ça peut prendre, et ça par contre ça peut prendre du temps. Mettre en mouvement l'ensemble des collaborateurs, c'est des choses qui prennent du temps, mais qui permettent vraiment de se mettre un cap orientation client. Voilà. Donc ça, souvent c'est la première étape. Dans une entreprise, de manière très classique, et c'est un petit peu ce que l'on faisait de manière très régulière dans beaucoup d'entreprises, on fixe des indicateurs. Sauf qu'en fait, si on fait que piloter par des indicateurs, on manque vraiment une énorme partie de ce qui va faire une bonne expérience client. L'important, c'est véritablement de mettre de l'humain. C'est l'humain qui va faire la différence. Alors, je t'en parlais précédemment, c'est humaniser vos communications. Fini les emails no reply où le client n'a pas le droit de répondre. Il ne peut pas. On vous envoie le message et vous n'avez pas le droit de répondre, c'est interdit. C'est nous qui parlons et vous la fermez. Donc, bien entendu, ça c'est à prohiber totalement. Si vous avez encore ce genre d'email dans votre entreprise, c'est le moment d'aller faire un peu de ménage. Donc humaniser les communications. Si vous regardez notre newsletter, vous pouvez voir en fait que la newsletter mensuelle qu'on envoie avec Alain Bouvray, notre DG, à chaque fois c'est un billet d'humeur. Il fait passer de l'émotion. C'est pas juste un point de vue un petit peu, on va dire, flat et un petit peu insensible. Non, il fait passer de l'émotion. Donc humanisez vos communications. Quand ça va bien, fêtez les choses, etc., etc.
Deuxième chose, communiquer sur les sentiments des clients. On disait, les indicateurs c'est bien, mais parfois en fait, derrière cet indicateur, il y a un problème, il y a une vraie situation, il y a une vraie difficulté. Et quand en fait les opérationnels... La souffrance même parfois. Voilà, la souffrance. Et donc en fait, c'est super important de montrer cette histoire-là. Puisqu'en fait, quand on est tout simplement un petit peu éloigné du terrain, on a juste dit, voilà, il y a des clients qui n'ont plus accès au service, on a un problème de ceci, de cela. Par contre, quand on voit le verbatim et qu'on voit le client qui dit j'ai pas pu faire ceci, vous m'avez bloqué, j'ai été gêné, je devais en plus faire ci, ça, les gens se disent ah ouais, donc il faut qu'on fasse quelque chose. En fait, on est véritablement là-dessus et c'est pour ça que souvent, dans un programme d'expérience client, il y a le système de vie ma vie. C'est-à-dire que souvent, il y a un parcours collaborateur, chez Eloquent c'est le cas. Un collaborateur qui arrive dans l'entreprise va aller dans certains services et voir un petit peu comment ça se passe, le vie ma vie. Et après, c'est par exemple aussi appeler des clients. Dans beaucoup d'entreprises, il y a ce système en fait de la journée prospect ou la journée client, où en fait les collaborateurs doivent appeler comme ça pendant une journée, chacun 5 clients ou 3 clients pour dire comment ça va, comment ça se passe, etc., etc. Et là, ça donne véritablement une orientation client et ça permet d'aller toucher du client et savoir vraiment comment ça se passe chez eux. Et puis c'est bien plus empathique aussi en termes de démarche, de vraiment se mettre à la place de ces clients, marcher dans leurs pas et pour bien sûr être sensible à leurs problématiques. Voilà. Troisième chose, redonner de la fierté au métier de conseiller. Le conseiller du service client pendant très longtemps, c'était faire du volume, c'est répondre aux clients. Maintenant, en fait, il est là pour aider. C'est une autre posture qui est différente. Le conseiller n'est pas là juste pour prendre des appels et répondre aux clients et suivre une procédure. Son métier va être de faire en sorte que le client soit satisfait en ayant bien sûr en esprit comme la rentabilité de l'entreprise. Tout à fait, mais on voit aujourd'hui même que en fonction de bien sûr votre secteur d'activité, etc., et là, on parlait de banque en ligne tout à l'heure, c'est une banque traditionnelle, on va dire, avec un certain nombre de standards élevés, qui, elle, n'indexe plus la performance de ses conseillers sur la DMT, c'est-à-dire la durée moyenne de traitement. Si des conseillers parlent plus ou moins longtemps, c'est pas ça qu'elle va chercher. Elle va vraiment voir si la satisfaction, si la demande entrante a été résolue ou pas, peu importe si le conseiller a passé 5 ou 10 minutes. Donc il y a des pratiques comme ça qui émergent vraiment au sein d'un secteur, sur la partie en tout cas centre de contact, qui évoluent et qui vont vraiment dans le sens de l'enchantement également. Alors l'autre point, c'est diffuser la voix du client dans toutes les strates de l'entreprise. Pendant de nombreuses années, les enquêtes de satisfaction étaient généralement limitées à une sphère qui était la relation client, les managers, etc. Ou le marketing. Ou le marketing, c'était rarement diffusé à l'ensemble de la sphère. De plus en plus, en fait, et nous on le fait avec nos outils, la volonté c'est de diffuser la voix du client au plus grand nombre. Par exemple, on parlait tout à l'heure, chez un de nos clients qui est dans le domaine des assurances, à l'entrée, je crois que de leur salle de pause, il y a en fait un petit mur. Un mur des verbatim. Voilà. Et donc en fait, chaque personne qui va aller prendre son café voit ce que pense le client. Alors on vous montrera qu'on peut le faire de manière un peu plus moderne et un peu plus automatique avec des applications, mais c'est une bonne chose, c'est diffuser la voix du client, le matérialiser, et c'est ce qu'on disait là, notre responsable de l'expérience client, il se dit comment faire en sorte que nous ne pensions plus aux clients comme des numéros, mais comme des vraies personnes. Voilà. Et le dernier point, c'est donner une vision du parcours client pour casser les silos et offrir une expérience client sans couture. Et bien tout simplement, c'est que c'est pas uniquement la partie centre de contact qui sera pris en compte, mais l'ensemble du parcours, de la partie achat, utilisation, appel, ensuite résolution du problème, etc., etc. Donc on l'a vu dans cet épisode 2, c'était l'épisode précédent. Donc avoir cette partie parcours client, c'est essentiel pour avoir une vision globale. Hop. Alors justement, les indicateurs clés, on en parlait tout à l'heure. Oui, en pratique, c'est de les partager, ce qu'on disait. Alors, le format en fonction des personnes qui sont sensiblement amenées à les partager, c'est bien sûr le faire sur leur périmètre d'analyse. Comme je vous disais, il y a certains de nos clients ont cette problématique avec, par exemple, des distributions de l'organisation, des réseaux, etc., ou de leur entreprise en région ou en filiale. Et le but, c'est vraiment de les sensibiliser sur les résultats obtenus en termes de satisfaction ou de recommandations sur leur périmètre d'analyse, comparé à, par exemple, ce qui se fait dans un niveau national. Donc, c'est assez important de se sentir concerné et de faire en sorte que ces managers ou ces directeurs de région soient concernés par leurs propres résultats versus ce qui se passe
au global. On a aussi tout le fait d'avoir les indicateurs de la relation client dans sa poche, entre guillemets. Au plus près de son cœur. Au plus près de son cœur, voilà, on sait bien qu'aujourd'hui c'est un peu l'extension de nous-mêmes, hein, le smartphone et le fait de consulter un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, le fait de les partager, c'est de le rendre aussi accessible facilement, toujours sur un périmètre d'analyse qui lui est propre, hein, en termes d'utilisateur, celui qui va consulter, mais en tout cas de le sensibiliser au fait qu'il puisse avoir un suivi et de pouvoir se benchmarker pour vraiment mettre l'ensemble des collaborateurs en mouvement autour des KPI. C'est vraiment un mouvement qu'il faut donner. Et en termes de sens, c'est de leur dire surveiller sa satisfaction client. On l'a vu précédemment dans le prochain épisode, mais c'est vraiment offrir une perspective de déjà un début. Pourquoi j'ai un résultat obtenu, mais vraiment pourquoi est-ce que je l'obtiens et savoir où est-ce que je vais essayer de chercher pour dépasser, on va dire, un résultat initial. Alors, pour donner un exemple, il y a un de nos clients qui est dans le secteur des télécoms, qui est équipé, je crois, c'est 400 ou 600 collaborateurs du service client, avec donc les outils où ils peuvent comparer en fait les performances de leur service par rapport au global. Et ensuite, ils ont équipé à peu près 250 personnes qui sont nomades, responsables d'agences, commerciaux, etc., etc., pour qu'ils aient cette information client là tout le temps et qu'ils aient vraiment la visibilité sur la satisfaction client. On parlera également du parcours client, on en parlait tout à l'heure, hein, vous parliez tout à l'heure de parcours client global, de parcours client sans couture, et bien en fait on pourra le faire de deux manières. Il y a la première manière, c'est qu'en fait on va, c'est ce qu'on disait dans l'épisode 2 du web séminaire, c'est qu'en fait on va définir dans un parcours client des moments de vérité. Et lors de ces moments de vérité, on va mettre un dispositif d'écoute pour savoir ce que pense le client. Ça peut être par exemple la livraison, ça peut être le premier usage, ça peut être par exemple lors d'une solution cloud ou d'une application mobile, les premières heures ou les premiers jours d'utilisation. Bref, on va se dire, tiens, il y a des éléments clés qui sont importants. Tac, 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 et on va en fait les matérialiser sur un parcours. Ce qui va permettre de savoir où ça va bien, où ça va pas bien, et en cas de problème, en cas de dysfonctionnement, il peut y avoir une alerte qui sera envoyée à la bonne personne qui va appeler le client en cas d'insatisfaction. Et on pourra ainsi comparer les données, les évolutions dans le temps, et savoir si le travail qu'on fait sur l'expérience client va véritablement donner des fruits, donner des résultats. Avec bien sûr, comme tu disais, des objectifs par rapport à ce que l'on serait fixé. Ici, on a mis par exemple un exemple sur tout ce qui était location, avec ici les moments de vérité, les informations sur le site web, la visite, l'entrée, le paiement, la vie du locataire avec tout ce qui est incident, entretien, etc. Et bien entendu, la sortie des lieux. Pareil ici, lors d'un point de vente, on pourra parler du site web, des différentes agences, on va parler des différentes lignes, etc. Ou alors ici, dans le cas d'une entreprise qui est dans le domaine bancaire, je crois, ça doit être ça, contrat de prêt, donc le choix, la simplicité, etc., etc. Et la partie souscription qui peut être souscription en ligne. Donc comme cela, en fait, on va pouvoir monitorer et savoir exactement où sont les points noirs, où sont les points d'enchantement dans son parcours client, et aller dans le détail et voir ce qui s'est passé. Voilà. On a également, est-ce que tu veux oui. En fait, on a également la possibilité d'afficher la météo de la relation client. Parce que parfois, on se dit, ok, il y a eu un problème, mais on ne peut pas le savoir un petit peu dans le temps. Et nous, en fait, on va pouvoir analyser tous les verbatims, toutes les réponses en fait que vous avez eues à vos enquêtes de satisfaction, et pouvoir dire, tiens, à un moment donné, il y a eu un événement exceptionnel. Un événement exceptionnel peut-être très bien, ou au contraire quelque chose qui s'est très mal passé. Et donc là, nous, on est capable ici de voir où il y a eu ces petits moments exceptionnels, des gros nuages ou des gros soleils, et dire, tiens, il y a eu quelque chose qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, en fait, vous pourrez ensuite aller vérifier à cet endroit-là, ce jour-là, pour voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est dit et pourquoi? Exactement. Est-ce qu'il y a eu un problème technique au centre d'appel? Est-ce qu'il y a un problème produit? Ou au contraire, il y a eu peut-être une promotion, une communication qui a fait que, waouh, c'est vrai que c'était super ce que vous nous avez envoyé, etc. Donc ça permet d'identifier, soit il y a des problèmes particuliers, soit au contraire des très bonnes pratiques qu'il faut mettre en place. Voilà. Donc ça, c'est les fonctionnalités d'analyse sémantique que nous fournissons à nos clients. On parlait également tout à l'heure d'aller au-delà de la note. Ce qui est vraiment important, c'est d'humaniser le feedback et les exploiter à 100%. Ici, par exemple, on voit en fait les remontées sur la partie recommandation et on va pouvoir analyser ce que disent les clients, à la fois les clients
promoteur, neutre ou détracteur. Si par exemple je veux vraiment un focus pour savoir mais pourquoi on a une si mauvaise note actuellement sur par exemple le site internet, ou pourquoi on a une si mauvaise note actuellement sur la livraison. Donc on va regarder par exemple dans la semaine et on va se focuser sur les détracteurs et on va dire bon, qu'est-ce qui s'est passé, et on va regarder et on va pouvoir aller rechercher soit tout simplement par dans l'ordre chronologique, soit par un système de recherche par mots-clés, et on verra que finalement, il y a peut-être quelque chose qui est arrivé et qu'il ne faut surtout pas reproduire. Et à contrario, on peut dire, waouh, on a eu des super notes cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Et on va aller faire un focus sur les promoteurs, on va dire, ah, là, il y a un truc qui est super important, là, il y a un problème technique récurrent qui arrive. Et donc, en fait, on est capable de voir ça. Ce qui intéresse également, c'est qu'en fait, on va pouvoir utiliser ce que moi j'appelle le système carotte et bâton. C'est-à-dire que lorsqu'on identifie quelque chose qui est vraiment très positif, on va dire waouh, bravo les équipes. Et en fait, on va pouvoir envoyer directement depuis cette application mobile ou depuis le web, on va pouvoir envoyer un message de félicitations aux équipes. Donc, bravo les gars, le service technique c'est génial. Et en plus, souvent, on voit que les clients, quand il y a vraiment quelque chose qui est très positif, ils nomment le nom de la personne. Ils disent bravo à Carole, ma conseillère qui m'a vraiment aidé, c'est génial, etc. Et c'est là, en fait, qu'il faut utiliser les verbatims, les remonter en disant bravo à l'équipe ou à la personne si on la connaît directement, ou plutôt à son manager, parce que c'est ce qui se fait plutôt généralement. On félicite le manager et éventuellement on met en copie le collaborateur ou inversement. Et donc on leur dit bravo les gars, c'est exactement ce qu'il faut faire, toutes mes félicitations. Ce qui va en fait entraîner une dynamique positive et qui va dire c'est bien ce que vous faites. Et à l'inverse, comme je disais, il y a carotte et bâton. Bâton, c'est ben voilà, il y a quelque chose qui se passe mal, il y a un bon de réduction qui marche pas, il y a un code promo qui marche pas, il y a un problème de dysfonctionnement sur le l'onboarding process, il y a des choses en fait compliquées. À ce moment-là, on dit voilà, ça fait 15 fois qu'on voit ce truc-là, il faut qu'on le règle. Regarde le sentiment des clients, ils sont super mécontents, ils sont super énervés, c'est plus possible qu'on fasse ça. Donc on est véritablement dans l'humanisation, on voit véritablement ce que disent les clients, et là on prend conscience du problème. Voilà. Donc l'exploitation, à la fois donc comme je disais, carotte bâton. Il y a une question de Michel sur comment se fait le classement des feedbacks verbatim selon les détracteurs ou promoteurs ou passifs. Alors pour répondre à cette question, en fait là sur la capture au niveau des applications, vous avez en gros des préfiltres où on va rentrer, vous pouvez cliquer sur uniquement avoir vos listes de détracteurs en fonction de la note. Donc c'est une note de 0 à 6. Les neutres, vous allez avoir 7, 8 et les promoteurs 9, 10. Donc c'est comme ça qu'il y a un premier ranking. Ça c'est une première proposition en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. Mais on peut aussi faire tout à fait autrement. Par exemple, on a une grammaire standard détection d'alerte on va détecter automatiquement dans le verbatim la colère, la résiliation, donc je vais passer à la concurrence, les risques contentieux et juridiques, je vais vous coller un procès ou ce genre de choses, et les impayés, enfin vous voyez ce genre de choses, et on pourra amener par exemple pour une détection et le traitement des clients à risque, ce critère en plus en termes de préfiltre pour avoir une liste de résultats vraiment affinée. Ouais. Alors pour que ça soit vraiment clair, en fait, il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est soit en fait on met des points d'écoute, comme je le disais ici, et donc à ce moment-là, on va écouter et on va avoir une note, soit au contraire, on va partir en fait des verbatims et des notes qui sont données et on va reconstruire un parcours et on va avoir une tonalité grâce à l'analyse sémantique en fait de savoir si les gens sont très contents, pas contents, est-ce qu'ils sont contents d'un élément. Je suis très content de l'hôtel, mais par contre les lits c'est vraiment horrible, j'ai eu mal au dos toute la soirée. Tout à fait. Là, on est plus dans la préliste de résultats. Là, on est vraiment dans la reconstruction du parcours. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'épisode 2. Si vous voulez, quand vous sollicitez quelqu'un, il a une question ouverte. Et même si vous le sollicitez après un moment de vérité que vous avez sélectionné, je sais pas, un poste, commande ou souscription d'un service, eh bien, donc vous lui demandez une note par rapport à ce que vous êtes satisfait de la prestation ou est-ce que vous recommanderiez l'entreprise. Mais vous avez forcément une question ouverte pour venir expliquer en quoi est-ce qu'on pourrait s'améliorer. Et dans ce canal d'expression, votre répondant, il va peut-être pouvoir s'exprimer, oui, ok, sur le moment de vérité, mais il va pouvoir aussi vous parler de toute autre chose. Vos produits en général, votre positionnement du prix, s'il va, ben non, c'est juste plus possible, je m'en vais, il va pouvoir aussi dire, là, ça suffit. Donc l'intérêt, dans ce canal d'expression, bien sûr, c'est d'analyser de quoi on parle en termes de parcours client, est-ce qu'on parle du produit, est-ce qu'on parle du service, et avec quelle tonalité. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, on en trouve des verbatims clients en disant... Le conseiller fut extrêmement compétent, j'en suis ravie. Bon, alors par contre, vos prix, c'est juste plus possible. D'ailleurs, je vais passer à la concurrence. Vous voyez. Donc c'est là où c'est important de rematcher
la thématique soulevée et qui est souvent alliée, bien sûr, en phase avec un moment de vérité, un parcours, et puis un service proposé, et la note, la tonalité, l'émotion ressentie par le client, et bien sûr la note. Alors, bien entendu, il y avait la question qui était posée, je crois, par Michel ou par Michel R. Donc, quel outil? En fait, on utilise notre propre outil d'analyse sémantique. Et donc, en fait, ça nous permet d'identifier justement ces clients qui sont contents, mécontents, etc. Et d'aller dans la tonalité. Oui, il y a une autre question de Michel sur les notations, la répartition, en fait. Donc, au niveau des promoteurs détracteurs, et neutre. En fait, ça, c'est en lien avec ce que vous allez collecter comme question, c'est le NPS, le Net Promoter Score, qui lui sert à connaître l'attachement qu'un répondant a à la marque. Par exemple, est-ce que vous recommanderiez la marque? Vous avez les notes de 0 à 6, où là, clairement, on a les détracteurs de la marque. Donc ça, tout ça, c'est normé. Enfin, c'est pas nous qui l'avons inventé, bien sûr. Ça a été fait depuis déjà des années. Les 7 et 8, donc ça va être vos neutres. Et les 9 et 10, ce seront les promoteurs. Et attention, d'où l'importance du verbatim, vraiment, parce que vous pouvez être des gens qui se positionnent en neutre, mais qui vont clairement vous déclarer qu'ils vont s'en aller. Donc, ne pas se focaliser uniquement sur les détracteurs. Vraiment, tout l'ensemble doit être étudié. Ouais, dans un autre cas, d'un de nos clients qui travaille dans le bâtiment, en fait, ils ont non pas un NPS, mais une note de satisfaction, c'est ça de 1 à 5, je crois, ou de 0 à 5. Et donc, en fait, ils ont... 0, toujours le 0. La note, juste en termes de... Ça, petit conseil pour vous, quand vous faites des questionnaires, donc c'est nos chargés d'études qui vous le diront, mais on donne toujours un 0 parce que c'est une note cognitivement, c'est 0. Donc, cognitif, c'est 0, c'est nul. A1, c'est 0. Et 10, bien sûr, pour l'excellence. Et donc, en fait, eux, ils avaient au début défini un niveau de réponse moyen pour un rappel de leurs clients insatisfaits, je crois qu'il était à 3. Et en fait, ils ont dit, on a beaucoup trop de gens qui mettent un 3. Et donc, ils ont descendu et ils sont arrivés à 2. En fait, ils ont augmenté d'un niveau. Et en fait, maintenant, même les clients qui mettaient 3 étaient rappelés. Donc, en fait, ils avaient un niveau, c'était 1, 2 auparavant pour être rappelés. Et ils sont passés à 1, 2, 3 sur 5 pour être rappelés, pour avoir plus de suivi. Voilà. On va peut-être poursuivre un petit peu. Donc, on a parlé en termes d'en pratique, voilà, le partage de la voix du client, ne pas le réserver qu'aux équipes opérationnelles et qui doivent agir purement sur le feedback. On l'a vu ce matin. N'oubliez pas surtout que si vous prenez du temps pour collecter un avis client et pour vous faire une idée un petit peu de ce qui se passe, eh bien, au moins, c'est d'y répondre. Ça, c'est la base. Donc, on n'est pas dans l'enchantement, mais c'est la base. Mais ce qui se fait de manière un petit peu plus difficile et qui, pour autant, peut permettre d'enchanter, c'est de vraiment partager via des accès filtrés, encore une fois, mais aussi au niveau du top management. C'est que tout le monde soit impliqué au même niveau pour marcher dans les pas du client, pour déduire bien sûr des plans d'amélioration stratégique qui soient vraiment opérationnels et en phase avec le minimum vital en termes d'attente, mais aussi plus on est orienté client, c'était vraiment le début de l'axe de la présentation, plus on va amener des choses, on va essayer d'enchanter le client. Donc ça, c'est vraiment assez important. Alors je t'en prie, vas-y. Ouais. Donc en fait, on parlait tout à l'heure de l'émotion de l'humain, on donnait quelques exemples. Ça change également au travers d'un changement des mentalités. Et déjà au service client, jusqu'à présent, on était vraiment dans un service qui était là pour faire du volume. Et maintenant, on voit dans les centres de contact, on est plutôt sur des profils qui sont beaucoup plus empathiques, qui vont se tourner vers le client. Donc c'est un profil... Et même plus d'années d'expérience au niveau diplôme, etc. Beaucoup plus diplômés au niveau des centres d'appel pour limiter le turnover. Et puis avoir des choses où ce n'est plus on n'est pas dans de la robotisation. Exactement. Donc changement du profil des personnes qui sont recrutées au service client. Dans certaines entreprises, on arrive aussi à la nomination de ce qu'on appelle un Customer Success Manager. Un Customer Success Manager, ça se retrouve beaucoup en B2B. C'est quelqu'un en fait qui va accompagner les clients afin de faire en sorte que l'utilisation du produit soit la meilleure possible. Le but en fait, c'est d'éviter que le client achète le produit et finalement on se retrouve coincé et qu'il dise bon allez, j'en ai marre, j'abandonne. Donc le Customer Success Manager est un profil qui est à la fois un peu technique, mais qui a une sensibilité un petit peu commerciale parce qu'il sera capable aussi de vendre et d'aider le client. Et donc cette personne-là va être mise en place, va avoir son rôle qui va être mis en place lors en fait de la mise en place des solutions pour s'assurer que le projet soit un véritable succès. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quelqu'un qui est technicien SAV, qui a justement un profil empathique, qui a un profil un petit peu commercial et ouvert, va tout simplement
aller s'assurer que les clients soient satisfaits. Et en fait, il va anticiper un peu les problèmes et vérifier en fait que cela fonctionne bien. Il va pas être en curatif où il va être en train d'appeler, enfin de recevoir un appel d'un client qui est bloqué. Il va plutôt l'accompagner au départ et forcément le sentiment du client va être totalement différent. Au lieu d'être coincé, de passer des heures à chercher, il y a quelqu'un qui l'appelle, qui dit voilà, tout se passe bien. Oh, attendez, vous pouvez faire ceci, cela. Il peut même aider dans l'optimisation des produits. C'est également aller écouter les collaborateurs, en particulier des ateliers participatifs où on va en fait faire remonter la voix du terrain via les collaborateurs. Il faut dire, bon voilà, nous on voit qu'il y a des clients qui sont tout le temps bloqués là-dessus, 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 et on peut même aller quantifier parfois dans les appels qui sont effectués au centre d'appel pour dire, voilà, on a X% des appels qui concernent tel point de mise en place du produit, il faut absolument qu'on change quelque chose là-dessus parce que ça nous prend tant d'heures, il y a tant de clients mécontents, etc., etc. Alors, il y a une remarque intéressante de Michel qui me dit, certes, mais dans ces métiers de fort honoraire, il n'est pas facile de trouver et de motiver ses profils. Alors, effectivement, hein, on en a parlé aussi ce matin, on va peut-être faire un petit mot dessus, le fait de motiver et d'impliquer ces profils, c'est aussi de leur donner, on va le voir après aussi, mais de leur donner de la latitude d'agir en fait. C'est toujours pareil. Déjà avoir un feedback sur son travail d'un tiers indépendant pour qui tout le monde est censé se tourner, c'est-à-dire vers le client, qu'il y a un feedback concret, positif, c'est de libérer cette énergie, de la faire redescendre jusqu'aux personnes qui constamment toute la journée traite de la réclamation et Dieu sait quand on se met à engueuler au téléphone. Exactement. Donc Dieu sait si c'est quelque chose d'important pour les motiver et les maintenir impliqués et aussi leur donner de la latitude d'agir en fonction bien sûr des règles qui peuvent être définies. Donc donc on a traité là on va voir qu'on peut aller plus loin que ce que je vais vous dire, mais c'est voilà leur laisser par exemple d'offrir des petits gestes commerciaux, du dédommagement, vraiment leur laisser le fait de vous pouvez agir et faire quelque chose pour les clients. Ça, c'est important. Cette autonomie qui est de leur laisser, qui change en fait, de se dire ils ne sont pas dans de l'abattage ni dans de l'automatisation de traitement de la réclame. Ils sont là pour apporter une valeur ajoutée. Alors, on a également la deuxième partie qui est mettre de l'émotion, hein, on en parlait tout à l'heure. C'est ce qui va permettre d'avoir cette expérience client exceptionnelle. Donc mettre de l'émotion, ça peut se faire par des petits gestes très simples. Déjà, en fait, c'est ce qu'on appelle l'optimisation de l'accueil du nouveau client, l'onboarding process. Quand on a un nouveau client qui arrive, on va penser à tout son système. Regardez un petit peu lorsque vous avez un nouveau téléphone, que vous le lancez, finalement vous êtes guidé pas à pas. Le manuel, il est très simple, vous avez un petit truc qui est vraiment optimisé. Donc l'onboarding process, c'est quelque chose qui est souvent stressant pour le client parce qu'il vient de faire un effort, il vient d'acheter un produit et il va se retrouver coincé à un moment donné. Il se dit mais c'est pas possible, comment on peut faire utiliser ce produit? Donc l'onboarding process est vraiment un élément clé à analyser en termes d'expérience client. Deuxième chose, lors des traitements de la réclamation, il faut essayer également de mettre de l'émotion. Alors de l'émotion, ça peut être par exemple un petit cadeau, ça peut être ce qu'on appelle le random act of kindness, c'est-à-dire mettre un petit mot écrit, offrir un petit cadeau exceptionnel, un échantillon. Le mec va recevoir une commande, va recevoir un produit, puis dedans il y aura un petit mot écrit disant merci monsieur le client, etc. Donc ça c'est vraiment important. Mais c'est également, comme on disait, quand on laisse de l'autonomie au conseiller, il faut que cette autonomie soit valorisée. C'est-à-dire que un collaborateur au service client qui va dire bon voilà je vous fais une remise de 5%, je vous fais un geste, mais il faut qu'il matérialise ça en disant bon normalement vous devriez payer, mais bon exceptionnellement parce que vous êtes un nouveau client et que vous venez d'acheter le produit et que vous êtes encore dans la période de garantie et machin, voilà je vous offre exceptionnellement, mais sachez vraiment que ce geste commercial n'est pas offert systématiquement. Et là c'est totalement différent de dire ok d'accord j'accepte votre retour. On est véritablement dans l'émotion, la création d'émotions. Et bien entendu, on va pouvoir ici aussi anticiper, par exemple, ce qui se fait beaucoup dans les entreprises, c'est l'appel proactif en fin de contrat, pour éviter que le client résilie. 3-4 mois avant, on appelle, on fait un petit point, alors comment ça va monsieur, voilà, vous savez que vous pouvez faire ça, et au moment de la résiliation, tout de suite, ça va mieux se passer. Enfin, il ne va pas résilier justement. Alors les nouveaux canaux, en fait, notre responsable de l'expérience client, il va se dire, il y a des pics saisonniers, comment je peux faire pour gérer ces périodes de l'année où c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'appels. Et tout simplement, une des meilleures solutions, ça va être d'intégrer des nouveaux canaux de communication et pas uniquement gérer du téléphone ou du mail, mais par exemple traiter du chat, puisqu'on peut traiter plus de personnes avec du chat qu'avec du téléphone classique. En simultané, bien sûr. Exactement. On va pouvoir mettre en place par exemple un chatbot, on va pouvoir mettre en place une FAQ, etc., etc. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a des nouveaux canaux qui vont permettre d'améliorer
l'expérience client. Tout à fait. Juste sur la partie canaux, alors oui, les gérer, oui, mais en termes de dépassement, si vous voulez, ça va être de garantir la fluidité en termes de rebond cross-canal. Si j'entre par exemple par une conversation chat, c'est voilà que bien sûr il y a une fluidité. Si en cas de criticité, le conseiller chat ne peut pas répondre et qui a besoin vraiment d'être en communication, voilà, qu'il y ait l'ensemble de la vision client qui soit va dire accessible à l'agent pour traiter, pour déjà éviter la redite de sa problématique, de la répéter, etc. Donc gérer les nouveaux canaux, oui. Pour l'enchantement, c'est vraiment donner et offrir au conseiller une vision 360 du client sur la problématique en cours, mais aussi sur l'ensemble de son historique, de l'histoire qu'il a avec la marque. Et ça peut être aussi bien sûr en lien avec notamment, par exemple, une note de satisfaction par rapport à un moment de vérité qui a été précédemment donné. Vraiment de donner les clés au conseiller pour voir dans quel état a pu se trouver le client, mais même dans quel état est-il actuellement, pour de l'analyse live des émotions et des sentiments, pour pouvoir traiter au mieux en termes de personnalisation. Alors, ce qu'on voulait vous dire juste après, c'est que donc on a parlé beaucoup d'humain, on a parlé beaucoup de relationnel. Il ne faut pas oublier également que le self-care, c'est le self-service, se débrouiller tout seul, est vraiment une des grandes tendances, et c'est pour moi une des grandes tendances de 2019. Une étude qui est parue il n'y a pas très longtemps a indiqué que 72% des clients préfèrent se débrouiller seuls d'abord avant de contacter un service client. D'où l'importance de mettre en place des formulaires de suivi, par suite de commandes, etc., etc., mettre en place de FAQ, du chatbot, etc., etc. Mais quand on va faire ça, il ne faut pas oublier non plus de penser aux conseillers, puisqu'en fait, on va automatiser les choses, mais il faut rassurer sur leur rôle, rassurer en les associant sur la réalisation des automatismes. Ils ne vont pas être remplacés. Voilà, ils ne vont pas être remplacés. Quand on met en place un chatbot, souvent en fait, dans les centres d'appel, les gens disent mais on va tous devenir bot trainer, on va nous piquer notre travail. Non, le chatbot va automatiser un certain nombre de choses. Redondantes, des choses. Voilà, régulières, avec beaucoup de volume, mais vous allez continuer à traiter les choses à valeur ajoutée. Il y a toujours un travail à faire. Et tout simplement faire du proactif, comme on le disait. Valoriser les conseillers sur les tâches à valeur ajoutée et tout simplement leur donner plus d'autonomie. Et de leur donner bien sûr un nouveau rôle. Un nouveau rôle, comme on le disait, les gestes commerciaux, par exemple leur offrir une enveloppe. Par exemple, dans certains de nos clients, il y a un catalogue de gestes commerciaux qu'ils peuvent accorder selon la typologie du client, et ils ont toute l'attitude pour le faire. Donc valoriser ces gestes, c'est vraiment essentiel, comme je le disais précédemment. Donc en pratique, en fait, on a parlé un peu de chatbot, c'est une des solutions qu'on préconise pour le self-care. Il y en a d'autres, on a parlé de la FAQ, du SVI, etc. Donc en fait, un chatbot peut se mettre de deux manières, soit en curatif, tout simplement pour aller traiter les demandes simples et répétitives, mais qui ont du volume et qui demandent un minimum d'intelligence. L'intelligence, c'est de la personnalisation. C'est par exemple certains de nos clients qui sont dans le domaine du gaz et qui doivent absorber des pics de trafic et de demandes lors des périodes froides. Ça dure quelques semaines, quelques mois, mais là, bam, les demandes explosent. Donc c'est uniquement via de l'automatisation qu'on peut y arriver. C'est offrir un service client minimum ouvert 24/24. Et ça, par exemple, on en parlait encore ce matin avec des horaires d'ouverture qui sont compliqués à étendre. Et un chatbot est ouvert 24/24. Ensuite, apporter plus de réactivité, puisqu'un chatbot peut, en cas de problème technique, absorber plus de demandes. Et bien entendu, l'intérêt, c'est d'avoir de la réponse personnalisée avec des connexions aussi. Le deuxième point, c'est d'avoir un bot qui va être plutôt proactif. C'est-à-dire que le but va être plutôt de revoir un peu le parcours client, éventuellement à proposer de nouveaux services, avoir plus de fluidité en fait dans le parcours. Par exemple, je vous montrerai quelques exemples après, des chatbots qui peuvent être utilisés sur Messenger et donc utilisables directement sur un smartphone. Et donc là, on arrive vraiment dans l'intimité, on arrive vraiment dans le relationnel et on va pouvoir, comme ça, pousser des messages. On va pouvoir anticiper, comme je le disais tout à l'heure, les moments de vérité avec du coaching. Un client vient d'acheter un produit, il a accepté d'avoir une connexion avec Facebook, et bien on va pouvoir l'aider sur l'utilisation de son produit. Un petit peu lorsque vous allez prendre un avion ou un train, vous pouvez accepter d'avoir des petits rappels sur votre Facebook Messenger. Donc repenser le parcours client et mettre le chatbot là où il faut, là où en fait l'humain ne peut pas intervenir parce que c'est trop compliqué d'avoir quelqu'un qui va appeler systématiquement à certains moments le client. Là, le bot pourra le faire. Et tout en laissant votre client final s'exprimer dans sa langue naturelle, le plus naturellement possible, le plus simplement possible. Il y a des aspects de simplicité et de praticité. Je rebondis sur la question d'Armel B qui a, j'ai une FAQ. Quelle différence entre un chatbot et une FAQ? Alors sur la FAQ, vous allez avoir une liste de questions
que vous allez sélectionner, mais c'est vous, c'est encore une fois l'entreprise qui va au-delà des attentes clients. Là, le but, c'est vraiment de laisser quand même votre client final s'exprimer avec ses propres mots, avec ses propres problématiques, ses propres... Et personnalisé, les réponses, c'est pas du générique, comme le FAQ. C'est 100% personnalisé, on saura que c'est que c'est Armel B qui a tel produit et il va proposer une réponse qui est adaptée. Il ne va pas proposer la réponse de tout le monde. Et en plus, connecté au SI, on connaît bien plus de choses sur ce client, donc on va pouvoir être force de proposition. Le chatbot va pouvoir, s'il est bien entraîné, va pouvoir être force de proposition. Il y a une question aussi de Nadège. Quid de la place de la vidéo dans le multicanal? C'est une très bonne question. C'est des questions aussi qui sont au centre aussi de nos problématiques chez Eloquent. Effectivement, c'est le canal... Je vous en prie, Armel. Voilà, le canal vidéo, il prend de plus en plus de place et il est amené à se développer. Ça, toutes les études nous le disent. C'est des pratiques qui commencent à émerger, mais qui ne sont pas encore du tout au point. On ne voit pas, enfin, regardez, vous, entre relations clients sur le web, est-ce que ça arrive ou pas? Pas vraiment encore. On parlait d'intimité tout à l'heure. La vidéo, vous rentrez quand même dans l'intimité des gens. Il y a un côté pratique, en termes de praticité, il faut que ce soit quelqu'un qui soit en train d'être en relation client depuis un PC avec une caméra. Côté bande passante aussi web, faut que ce soit assez solide pour que la relation puisse se faire. Voilà. Et donc c'est des choses qui commencent à émerger. C'est pas encore un axe principalement majeur emboîté par les entreprises. On se questionne dessus. Voilà, c'est une tendance, mais qui pour l'instant ne décolle pas énormément. Ouais. Et le dernier point, c'est que le bot permet également de gérer les canaux un petit peu délaissés par le service client. On a pas mal de nos clients qui nous ont dit, voilà, on a besoin d'aide pour gérer notre page Facebook parce qu'on a des demandes service client, mais on n'est pas capable d'y répondre tout de suite parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière ou c'est un community manager. Est-ce que vous pouvez nous mettre un chatbot qui va répondre aux principales demandes, les 80-20 à chaque fois. Voilà. Voilà, je vous ai mis quelques petits exemples. Donc un chatbot curatif, par exemple, là c'est un de nos clients donc, dans le domaine du gaz, comme je le disais, gérer les pics de demande lors des périodes de froid, donc connexion SI, affichage conditionnel selon la catégorie de clients, etc., et discussion en langage naturel avec la possibilité en fait de faire de la prise de commande, ce qui permet d'avoir de la scalabilité et de la visibilité. Offrir une nouvelle expérience client, je vous ai mis un petit exemple là avec Météo France. C'est une application c'est un chatbot qui est disponible en fait sur Messenger. Et personnellement, moi, j'avais toujours une problématique le matin. Avant d'aller emmener mes filles à l'école, je me disais, mais est-ce que je vais leur mettre un gros manteau ou alors je peux leur mettre un petit manteau? Est-ce que je vais leur mettre un blouson? Combien de couches? Une capuche, voilà. Et à chaque fois, je me disais, bon, je regarde par la fenêtre, je me disais, bon, il a l'air de faire beau, mais des fois le soir, c'était la douche et puis je voyais mes filles qui étaient trempées. Et donc là, on a développé un bot pour Météo France et maintenant, en fait, tous les matins, à 8h, au moment où je vais emmener mes filles à l'école, tout simplement, j'ai mon alerte et j'ai le détail et je peux voir, tiens, aujourd'hui, il fait 10 degrés et voilà le détail de la météo dans la journée. Et maintenant, je dis, ok les filles, c'est pas la peine de prendre la capuche et tout ça, on va juste garder le manteau parce qu'il va pas pleuvoir aujourd'hui. Donc comme ça, en fait, on va pouvoir proposer de nouveaux services, optimiser les services existants pour des canaux différents, être plutôt mobile friendly et tout simplement on offrira d'autres services parce que ce chatbot là, on peut lui poser des questions en langage naturel. Par exemple, quelle est la météo à Fouesnant si je vais partir en vacances en Bretagne? Voilà. Donc là, on voit que le bot, il a pris en considération les préoccupations de Fred pour l'alerter et l'aider dans son quotidien. En pratique également, pour un avis qualitatif, il y a les enquêtes conversationnelles. Alors, on parlait tout à l'heure beaucoup de parcours client web digital. On l'a vu ce matin, mais on va répéter rapidement ce qu'on a dit, c'est que des enquêtes, des dispositifs d'écoute digitale qui sont mis en place sur vos sites web, sur vos vitrines web, donc elles vont être de deux grandes familles. Celles qui sont transactionnelles, c'est-à-dire on va collecter la satisfaction suite, par exemple, un passage de commande ou voilà une validation de panier sur le web. Elles peuvent être aussi, donc ça c'est vraiment, on va voir si l'étape, un moment de vérité important sur le web s'est bien passé. Ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est des questions plus sur l'ordre de l'ergonomie et du parcours client web. Que pensez-vous? Est-ce que vous recommanderiez ce site web ou alors êtes-vous satisfait de l'ergonomie et de l'accessibilité sur ce site? Du coup, c'est très joli. En Bretagne, il faut lui apporter les bots. Nous sommes tous été bretons, donc merci beaucoup, Eric. Donc tout ça pour vous dire, il y a deux grandes familles de dispositifs d'écoute digitale qui peuvent se mettre en œuvre pour rendre service. Et dans tous les cas, ce seront des triggers, ce qu'on appelle des triggers de déclenchement, des règles de déclenchement qu'on va définir pour que le taux de retour soit maximisé, puisque c'est comme tout, les dispositifs d'écoute. Tout l'enjeu, c'est de poser les questions au bon moment,
sans être intrusif pour l'internaute et votre client web, de le considérer en tant que tel, hein, avec ce qu'il est en train de faire, et puis surtout que ce soit aussi connecté au SI, aux applications métiers de votre entreprise, pour que ça puisse être au maximum personnalisé comme un bot en fait. Donc en pratique, pour un avis qualitatif via l'enquête conversationnelle, avant exploiter le feedback, il y a aussi des choses qu'on peut mettre en place sur la partie personnalisation. Bonjour Sabrina, êtes-vous satisfait du passage de votre commande? On va collecter une note et merci de votre réponse afin de nous améliorer. Avez-vous une suggestion? Bon, bah, là, oui, ouais, bof niveau de paiement. La chose étant, c'est que sur le web, comme on peut être, ça peut être un petit peu, normalement, ça ne l'est pas intrusif si c'est posé au bon moment, mais quand ce sont des questions très larges, etc., les gens sur le web passent pas forcément du temps sur la réponse. Et le but, c'est vraiment de rentrer dans le détail et de désambiguïser un feedback qui est moyennement exploitable. Par exemple, qu'aurions-nous pu faire pour améliorer le paiement de votre achat? Vraiment, c'est de poser les questions, reprendre la main. Voilà, c'est de pousser un peu votre client à vraiment approfondir et à donner un feedback exploitable pour vos équipes pour vraiment agir. Donc là, voilà, j'aurais voulu payer par PayPal, j'ai dû payer par carte bleue. Ok, nous sommes désolés, nous ne proposons pas encore PayPal. Nous vous remercions de ce commentaire qui sera pris en compte par nos équipes et autre chose, etc. Donc vous voyez, là, c'est l'enjeu, c'est vraiment de rentrer et de extraire de la matière exploitable pour pouvoir améliorer toujours l'expérience client. Et en pratique, ça peut être aussi agir en live sur insatisfaction. Par exemple, bonjour Philippe, êtes-vous satisfait du passage de votre commande? Là, la note est mauvaise. Merci de votre réponse. Vous avez déclaré ne pas être du tout satisfait. Voilà, on essaye de collecter via une question ouverte afin de nous améliorer. Avez-vous une suggestion? Alors là, le feedback, il est terrible. C'est une arnaque. Là, j'ai payé un montant de 2 fois supérieur à ce que j'avais eu dans mon panier. C'est scandaleux, etc. Là, on va pouvoir proposer une action directe afin de régler votre problème. Souhaitez-vous être immédiatement rappelé par nos conseillers? Oui, non. L'un de nos conseillers va procéder à un rappel. Souhaitez-vous que nous vous rappelions? Et là, on peut laisser le choix d'être rappelé sur mobile ou fixe en fonction, parce qu'on a su, via la connexion du SI, que ce client avait 2 numéros de téléphone. Voilà, donc c'est des choses où on va pas juste collecter, être passif, on va vraiment agir en live pour dépasser un peu les attentes de ce qui peut se passer, surtout d'un point de vue digital, pour les questions tout à l'heure dessus. Donc, des clients satisfaits, des clients ambassadeurs, le tout, c'est de les impliquer aussi avec vous, les associer à votre succès, donc soit via des rencontres physiques, soit d'aller les rencontrer sur le terrain, mais aussi de les faire venir au sein de votre entreprise pour un peu partage de la culture, un peu comment ça se passe chez vous, etc. Voilà, d'organiser des groupes et de favoriser la discussion entre eux, groupes et des communautés en ligne, hein, d'utilisateurs. Je ne sais pas si tu voulais rajouter Oui, non, c'est exactement ça. Puis remercier les promoteurs et faire les ambassadeurs. Je crois qu'on le verra juste après. Oui. Alors, pardon, il y a une question de Thomas. Oui, juste, je vais reprendre. Quelle étape du parcours envoyez-vous ce questionnaire? C'est pas un envoi, hein, c'est un déclenchement live sur un site web. Vraiment, on fait, par exemple, sur un passage. Oui, ça peut être un passage de panier, mais ça peut être aussi sur une souscription de devis. Il y a une demande de devis qui est faite. Hop, on va déclencher vraiment l'affichage d'une popine qui va dire donnez-nous votre avis, etc. Donc oui, donc je reviens sur le fait de, voilà, des clients satisfaits des ambassadeurs. Pour vraiment enchanter et passer au-delà, c'est de remercier vos promoteurs dans le cadre, par exemple, si vous avez des dispositifs d'écoute pour un objectif de satisfaction maximale. C'est des choses tout bêtes, hein, qui sont faites par d'ailleurs nos clients dans le domaine bancaire qui s'est dit, j'ai beaucoup voilà, je prends un peu de temps, on va dire, à mes clients pour qu'ils me répondent, pour pouvoir me nourrir de leur feedback et puis améliorer et tout ça. La moindre des choses, lorsqu'ils me donnent une très bonne note et une bonne appréciation, mine de rien, c'est de les rappeler. C'est des choses toutes bêtes, mais qui peuvent, voilà, donner déjà une prise en compte du feedback, parce que le fait de, voilà, rappeler un client satisfait, on va dire, c'est la base. Mais des choses qui sont moins faites et qui vraiment surpassent un peu l'expérience, c'est de rappeler ces promoteurs. Et puis, bien sûr, pourquoi pas parler de produits et services au niveau de la marque, si vous voulez un petit peu faire du cross-sell. Et en faire des ambassadeurs, alors on va savoir rentrer un petit peu comment. Il faut savoir que, désolé pour l'affichage, un petit souci. Donc voilà, 90% des individus, ils consultent des avis de leur pairs, hein, aux consommateurs, via des forums ou des blogs et ça, avant de réaliser un achat en ligne. Donc votre réputation, elle est très très importante. Et au niveau de la publication d'avis, ça a tout son sens. Vous allez voir pourquoi. Parce que en pratique, ça va être quoi lors du collecte de feedback? C'est d'impliquer le client en lui, voilà, en lui posant une petite question, hein, en termes au niveau de l'expérience qui est vécue, et en lui demandant s'il accepte que son avis soit publié
publié. Donc là, quelque part, vous demandez plus, vous voyez, en termes d'implication. Certains acceptent très bien, jouent très bien le jeu. Pour vous dire, on en est sur la publication d'avis pour nos clients à 45 000 avis publiés par mois. Donc, c'est le fait d'être mêlé à la marque et même de pouvoir publier quand il est très satisfait, mais aussi insatisfait. On va voir pourquoi. Donc, c'est des choses où, en fait, une fois qu'on a collecté le feedback, il peut y avoir tout à fait, bien sûr, des notifications, là où vous le voyez sur l'écran de gauche, en interne, à un manager de boutique, par exemple, qui, lui, va être au courant qu'un avis a été déposé. Il va pouvoir répondre à l'avis, que ce soit pour, comme on disait tout à l'heure, un avis très positif et aussi, bien sûr, un avis négatif. Ça, c'est le standard, hein, répondre à une insatisfaction, c'est la moindre des choses. Mais, parallèlement à ça, le client va être notifié que son avis a bien été publié sur la page boutique, par exemple, concernée. Donc, c'est vraiment co-créer, être dans un esprit d'éclairage public pour voilà, faire en sorte que tout le monde soit impliqué au même niveau. Votre client, mais aussi vos équipes. Donc là, par exemple, on a une illustration sur les avis clients publiés, où il y a même une réponse du manager de la boutique, alors qui est sur la page même du site, hein, parce que le client, précédemment, il a été encouragé à aller voir son avis. Et on peut voir que l'avis, soit il est répondu directement par mail, soit certaines entreprises même décident de rappeler, hein, bien sûr, automatiquement, ou voilà, que ce soit toute cette relation soit exposée, mise en lumière, et que ce soit un peu les porte-parole, les clients qui sont votre porte-parole, et ne pas considérer même qu'une insatisfaction soit dégradante pour une marque. À partir du moment où il y a un manager qui répond, ça montre plutôt votre sérieux et puis votre courage qu'autre chose. Alors, le but, hein, c'est véritablement que tout le monde pense aux clients. En fait, là, on arrive quasiment à la fin de cette présentation. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que une fois que le monsieur expérience client a été nommé, qui a mis en place cette dynamique, il doit en fait faire en sorte que cette dynamique continue sans lui. Donc tout simplement, chez certains de nos clients, il y a une chaise qui est réservée aux clients avec marqué le client dessus, ce qui permet en fait d'inclure la démarche expérience client dès le début des process. C'est-à-dire que quand on lance un projet, un produit, etc., on va demander, tiens, l'expérience client, ou directement à dire, mais le client, qu'est-ce qu'il ferait? Le personnifier via des personas, via une chaise vide qu'on lui réserve dans les salles de réunion. Et considérer, comme le disait Aurélie à juste titre, considérer le feedback client non pas comme des reproches qu'on fait sur l'entreprise, mais au contraire comme des conseils qui vont nous aider et vous aider à vous améliorer. Et enfin, c'est se dire, automatiser c'est bien, mais il faut vraiment automatiser à bon escient et savoir mettre de l'humain au bon moment, parce qu'il n'y a rien de plus agaçant que par exemple être bloqué dans un SVI où on doit taper un nombre de touches et on ne peut pas aller parler à quelqu'un directement. Pareil pour un chatbot, il faut toujours un échappatoire, autrement on va arriver à l'effet inverse, on va arriver sur des clients qui vont être forcément énervés. Donc on arrive à la fin de cet épisode 3 qui était destiné à vous donner des pistes pour améliorer l'expérience client et faire une expérience client qui va faire la différence. On va vous livrer notre plan d'action. Donc le plan d'action il est simple. Cette semaine, n'oubliez pas de définir vos SLA, donc Service Level Agreement, vos indicateurs clés, sur tout simplement la satisfaction, par exemple, le temps de réponse, etc. Et dès lors, quand vous avez défini ces SLA, soit en fait il y aura bien sûr une action qui sera menée, soit en fait il y aura des incentives qui seront déclenchés au niveau des collaborateurs. Deuxième chose, identifiez les moments de vérité et voyez comment vous allez pouvoir mettre de l'émotion. Donc mettre de l'émotion, c'est appeler le client, c'est lui envoyer un message, c'est faire un petit mot écrit, etc., etc. Ça peut être un message déposé, ça peut être énormément de choses. C'est dans ces moments-là, c'est dans ces moments de vérité que le client a le plus besoin que vous soyez présent. D'ici un mois, identifiez un cas d'usage ou une opportunité que l'on pourrait automatiser. Donc ça peut être bien sûr le classique, renvoi de documents, ça peut être prise de commande, suivi de commande, etc., etc. Bref, on peut utiliser énormément de choses, que vous disiez de la FAQ, du SVI, du chatbot, etc., etc., pour permettre au client de se débrouiller tout seul et d'avoir une réponse quasi immédiate. Autre point, apprenez à remercier les clients pour leur retour. Aurélie le disait à très juste titre, on appelle souvent les clients râleurs pour essayer de les garder, mais il faut également remercier les clients qui sont promoteurs pour leur dire, mais vous êtes partie de nos clients privilégiés, et par exemple, un de nos clients organise des journées clients où il invite ses clients les plus promoteurs, et nous, par exemple, le 22 janvier prochain, on va inviter tous nos clients à un forum où en fait ils vont pouvoir s'exprimer. Même Aurélie va animer un atelier
où nos clients vont être invités à participer à l'évolution, à 3 ateliers, 3 ateliers où nos clients vont être invités à participer à l'évolution de nos produits. Donc co-créer un produit, bien sûr c'est pour adapter le produit à son marché, mais c'est également faire en sorte que les clients sentent un peu que notre produit, c'est leur produit. Voilà. Et d'ici 3 mois, tout simplement lancer un programme d'avis client, que ce soit en B2B, en B2C, hein, c'est intéressant de le faire, que ce soit par exemple, on a vu les boutiques d'un célèbre opérateur téléphonique d'une couleur plutôt orange, qui met des avis sur son site internet, donc ça aide non seulement à rassurer le client, mais également ça montre en fait le prospect, ça montre la transparence et ça motive l'équipe, puisque c'est pas un manager qui lui dit il faut que tu fasses mieux, mais c'est les clients qui lui disent voilà, faut que tu fasses mieux sur tel truc, voilà, de manière tout à fait impartiale. Et le dernier point, alors d'ici 3 mois, je pense que c'est un petit peu ambitieux, mais à long terme, c'est de ne plus être un monsieur expérience client, mais faire en sorte que l'expérience client soit l'affaire de tous. Ce qui prend le plus de temps, hein, de le faire dans toutes les strates de l'entreprise. Alors voilà, donc on est arrivé à la conclusion. Donc notre responsable de l'excellence client a eu son prix, a eu sa victoire, l'award de la relation client. Donc félicitations Frédéric. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que l'expérience client passe par des outils, mais aussi par les collaborateurs. Et l'essentiellement de diffuser une culture client qui va faire en sorte que les collaborateurs passent cette émotion et tout simplement que l'expérience client va permettre de faire la différence et d'assurer le futur de l'entreprise, puisqu'on a dit dans les différentes introductions, avoir un prix, avoir des fonctionnalités peuvent toujours se faire copier au fil du temps, hein. On a vu Apple qui était le leader incontesté il y a quelques années et maintenant ils sont chahutés parce qu'ils sont plus aussi technologiquement avancés qu'ils l'étaient par le passé. Donc un avantage concurrentiel fonctionnel ou prix ne dure jamais. Par contre, le relationnel, l'humain, l'expérience client, c'est véritablement voilà. C'est pour ça aussi que les gens aiment encore Apple parce que l'expérience client de l'outil est vraiment supérieure et l'expérience client en boutique maintenant également. Voilà, donc on va peut-être passer à la session de questions. Ah, une petite chose, oui. Si vous souhaitez, en fait, nous proposons plusieurs documents qui peuvent vous aider. La première, en fait, vous pouvez télécharger en fait une checklist. Vous allez sur bit.ly/checklist chatbot, tout en minuscule. Et là, en fait, vous pourrez télécharger une checklist en 100 points qui vous aidera à savoir comment automatiser un certain nombre d'actions dans votre service client. Et la deuxième chose, un guide en fait qui s'appelle Prenez les commandes de votre relation client, qui vous explique justement comment optimiser le parcours client, mettre en place des indicateurs clés. Donc c'est bit.ly/pilote éloquent.